Alors, on termine, s'il vous plaît, le diagnostic différentiel et par la suite, on enchaîne donc là sur la pharmacologie endodontique. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit pour le diagnostic différentiel? Donc là, on peut le faire avec une restauration fracturée. Hein, donc, il y a une exposition dentinaire et quand on n'en trouve pas une qualité de carie, on pense peut-être que là, quand on fait l'examen clinique, on voit un aspect propre et tout. On pense peut-être qu'il y avait auparavant une cavité avant une ancienne restauration et le matériau de restauration donc là est tombé et on risque donc là de faire le diagnostic différentiel avec cette restauration fracturée. Les caries dentinaires, hein, surtout les caries arrêtées. D'accord. Donc là, on risque de penser à une carie arrêtée qui n'a pas évolué et probablement, donc là, généralement, comme vous avez vu en deuxième année, les caries arrêtées, ils ont un aspect lisse et brillant. D'accord. Donc là, on va se dire peut-être que il s'agit d'une carie arrêtée. Sensibilité aussi, on peut penser à une sensibilité suite à une restauration. Hein, on va se dire que, surtout si le patient il a plusieurs restaurations hein, dans d'autres secteurs, et on n'arrive pas à expliquer parce qu'on ne trouve pas de qualité de carie, on va se dire peut-être des restaurations existantes. Donc là, il y a une sensibilité parce que la restauration est nouvelle, il y a une sensibilité suite à cette restauration. On peut également penser, on peut penser également à une, attendez, il faut que admettre tout le monde. Alors, on peut également penser, voilà, à une dent fissurée, comme on peut penser également à une inflammation gingivale, parce que même l'inflammation gingivale peut donner douleur, et on va généralement parfois, comme ça, se dire c'est une inflammation, il s'agit d'un problème parodontal, et on va orienter encore le patient en paro, et après le diagnostic au niveau de la paro, ils vont nous dire qu'il n'y a pas vraiment un problème parodontal qui peut causer cette pathologie, et le patient, il peut encore revenir. Là, on va insister sur le diagnostic et on va diagnostiquer à la fin une hypersensibilité dentinaire. Donc là, le diagnostic positif, il est basé sur trois éléments importants. La douleur brève, vive, au niveau d'une dentine exposée ou bien dénudée et une réaction à des irritations. Et voici le patient, donc là, vient avec des douleurs brèves vives. Au niveau, là, il faut chercher après l'examen clinique une zone dentinaire dénudée ou bien exposée. Et le patient, il va vous parler, donc là, d'irritation, bien stimulation précise. Donc, généralement, c'est l'acidité. Ou bien tout ce qui est froid. Les variations, donc là, au froid et généralement, donc là, l'acide. Le traitement maintenant. Donc là, le traitement, comment on va gérer ou bien comment on va prendre en charge cette pathologie. D'abord, il va y avoir un traitement étiologique, le traitement de base. Hein. Il faut chercher l'étiologie. Si le problème il est dû à une récession, il faut régler le problème parodontal. Si le problème il est dû à des habitudes, donc là de la participation, il faut régler, trouver solution à cette habitude. Si le problème il est dû, donc là, par exemple à un crochet, une abrasion par un crochet au niveau de la prothèse, il faut essayer de changer le type de la prothèse et trouver une solution. Donc là, on appelle ça le traitement étiologique de base. D'abord, et avant ça, donc là, on va
commencer par la préparation donc là, initiale, ou bien ce qu'on appelle le traitement de base, qui est l'enseignement d'une technique de brossage non traumatisante. Parce que la plupart des patients vont vous dire on se brosse, mais ils ne savent pas se brosser les dents. Parce qu'il y a, vous savez tous, il y a des techniques bien spécifiques, il y a des mouvements à respecter, il y a des caractéristiques de la brosse à dents choisie, il y a donc là des éléments précis. On va enseigner à ces patients-là qui présentent une hypersensibilité dentinaire. Donc là, un enseignement donc là, de base des techniques de brossage non traumatisantes. Modification des habitudes alimentaires. Pour ces patients-là, si vous avez fait votre examen clinique et dans cet examen, vous avez abouti à une irritation spécifique dans les antécédents alimentaires des patients, il faut essayer de modifier ces habitudes alimentaires. Vous, vous avez remarqué que ces patients-là, ils prennent beaucoup d'acide et cette acidité, donc là, elle va provoquer cette hypersensibilité dentinaire. Donc là, à ces patients, ces patients, modifier leurs habitudes alimentaires. Donc là, s'il y a un problème de réhabilitation occlusale, s'ils ont un problème occluso-fonctionnel, donc il faut les orienter pour qu'il y ait une réhabilitation occlusale. Si le problème, la pathologie, elle est due à un problème parodontal, il faut donc là prendre contact avec la paro, il faut qu'il y ait une thérapeutique parodontale pour essayer de régler le problème. Donc là, attendez, on va admettre vos camarades. Voilà. OK. Pour donc là, s'il y a un problème de récession, il faut régler cette récession gingivale et la suppression de ces facteurs étiologiques. Généralement, c'est la première étape dans le traitement, mais elle ne va pas vraiment être entreprise uniquement pour régler ce problème, car il faut aussi trouver une solution à la douleur, parce que en règle, on croque. Donc là, en attendant de régler ces problèmes qui vont prendre du temps aussi, donc là, entre-temps, l'hypersensibilité, elle est là, la douleur, elle est là. Donc il faut essayer de trouver un moyen pour soulager le patient. Donc ça, c'est un traitement de base qui va se faire donc, sur une longue durée, il va prendre du temps, mais la douleur, elle reste toujours. Donc là, il faut entre-temps essayer de soulager votre patient. Alors, là, on va au traitement symptomatique. En attendant le traitement de base, qui est un traitement étiologique pour la suppression du facteur étiologique, on va, nous, à notre niveau, entreprendre un traitement symptomatique. Alors, Grossman, il a mis un certain nombre de critères ou bien d'agents thérapeutiques idéaux pour l'hypersensibilité dentinaire ou bien pour soulager le patient et trouver solution à cette gêne. Quels sont ces critères de choix? Donc, il doit être cet agent thérapeutique, il doit être non irritant, il doit être d'une application aisée et indolore. Voilà, il ne va pas encore ce traitement engendrer une autre douleur. Il va, et surtout, il doit avoir une action rapide. Donc là, pour soulager rapidement le patient parce que vraiment, c'est une douleur qui est brève, qui est lancinante, qui est gênante pour le patient. Et donc là, on doit trouver un agent qui a une action qui est rapide et durable. Là, elle dure au moins, elle dure dans le temps et pas de coloration dentaire. Ça veut dire qu'il ne va pas agir, il ne va pas avoir une interférence avec la dentine qui va encore nous causer un autre problème. Et après, on va avoir et le problème de la douleur et le problème de l'esthétique. Alors, le traitement symptomatique, nous pouvons utiliser soit des agents chimiques, soit des agents physiques.
Donc là, on va voir quels sont ces agents qui vont soulager, ou bien un agent chimique, ou bien un moyen thérapeutique chimique et un moyen thérapeutique symptomatique physique. Les agents chimiques ou bien les moyens thérapeutiques chimiques, donc là, d'abord, on va essayer de bloquer l'influx nerveux au niveau des fibres nerveuses. Ça veut dire qu'on va essayer de bloquer cette transmission nerveuse au niveau des fibres nerveuses, ou bien cette excitation, donc là, au niveau nerveux. Et on va réduire le mouvement du public dans le D'accord? Donc là, soit une désensibilisation. Quand on dit un blocage de l'influx nerveux, ça veut dire que c'est quand on va mettre une substance qui va désensibiliser la fibre nerveuse. Ou bien on va mettre donc là un agent qui va réduire ce mouvement liquidien qui va exciter à la fibre nerveuse. C'est comme on va agir soit au niveau de la fibre nerveuse elle-même en la désensibilisant, ou bien on va agir au niveau du facteur qui va exciter la fibre nerveuse, qui est le mouvement liquidien. Donc là, on peut agir, ou bien les auteurs, ils ont essayé de trouver des moyens thérapeutiques grâce à ces deux phénomènes, soit la désensibilisation de la fibre nerveuse, soit la réduction du mouvement liquidien. Alors, les agents thérapeutiques qui ont une action chimique. Donc là, nous avons des agents qui vont avoir une action anti-inflammatoire, des agents qui vont avoir une action caustique, des agents qui ont une action minéralisante et des agents qui vont avoir une action neutralisante. Tous ces moyens-là sont offerts donc à nous pour essayer donc là de soulager ou bien d'en procurer un traitement symptomatique. Il y en a bien sûr des agents qui ont été proscrits, il y en a qui ont été délaissés carrément, il y en a des agents qui existent toujours sur le marché. Alors, les agents chimiques à action anti-inflammatoire. Là, il s'agit d'une application topique de corticoïdes qui semblait donner des résultats auparavant. Auparavant, la première chose, les auteurs ils ont pensé à une action corticoïde. Ils vont la mettre au niveau de la zone exposée via un agent chimique. Il semblait que ça donnait des résultats, mais après, ils ont trouvé qu'aujourd'hui, cette technique-là, elle n'est pas vraiment efficace. Et donc, cette technique, elle a été abolie et donc actuellement, ces agents n'existent plus. Les agents chimiques à action caustique. Alors, le premier qui a été proposé, c'est le nitrate d'argent. Donc là, abandonné. Pourquoi? Parce que à cause de coloration, à chaque fois où vous avez des éléments argentés, ça veut dire des éléments métalliques, c'est des éléments métalliques, ils vont rester incrustés au niveau de la dentille et donc là, vont colorer la dent et aussi ils risquent de provoquer des irritations pulpaires. C'est pour ça que ces agents-là, ils ont été donc là abandonnés. On a utilisé également le chlorure de zinc. Là aussi, il a été proscrit. Pourquoi? Parce qu'il est très avide d'eau. Ça veut dire à chaque fois où il y a de l'eau, et on sait que l'organe dentaire, donc là, il y a toujours un mouvement liquidien. Et donc là, il va suivre le trajet donc là, d'eau. Voilà. Et à long terme, il risque d'engendrer des nécroses et des mortifications pulpaires. Donc là, on a trouvé que vaut mieux donc là ne pas l'utiliser puisqu'il y a eu d'autres moyens qui sont plus efficaces et moins nocifs. Alors également, on a utilisé le glutaaldehyde, qui est un désinfectant, un bactéricide, il est caustique, mais l'inconvénient, c'est qu'il risque de former un bouchon dentinaire. Donc là, ce bouchon dentinaire, c'est vrai qu'il est bénéfique. Pourquoi? Parce que quand il y a un bouchon dentinaire, il va fermer les canalicules dentinaires. Et donc, quand ces canalicules dentinaires
sont fermées, c'est moins de sensibilité, ça va soulager le patient, mais il y a un problème de cytotoxicité et irritation du tissu de soutien et perte d'attache gingivale, c'est-à-dire qu'il était hyper toxique sur le plan parodontal. Et donc là, ça aussi, il a été proscrit, donc ce produit-là. Ensuite, on est arrivé au formaldéhyde. Les formaldéhydes avaient une certaine efficacité avec un minimum d'effets indésirables et plusieurs études ont montré que l'utilisation donc de dentifrice contenant ou bien qui contient du formaldéhyde peut diminuer les symptômes douloureux euh, thermique et tactile. Mais l'efficacité reste quand même réduite par rapport aux agents donc là, qui sont proposés actuellement. Mais c'est vrai que pour ce produit-là, il y avait un minimum quand même d'effets indésirables par rapport aux produits cités auparavant. Et après, donc là, ils ont trouvé avec l'avènement des matériaux, hein, du système adhésif, des biomatériaux, l'innovation qui a été mise, on va dire, ces dernières, proposée ces dernières années, ils ont pensé, ils ont dit pourquoi ne pas utiliser des agents ou bien des moyens chimiques qui vont avoir une action minéralisante, c'est-à-dire qui vont aboutir à la minéralisation de la dentine. Cette minéralisation, elle va réduire le diamètre du tubuli dentinaire ou bien carrément fermer par un phénomène de sclérose des tubuli dentinaires et donc on va éviter, on va réduire cette excitation et ce mouvement liquidien au niveau du tubuli dentinaire. Alors, comment ça va se passer ce traitement? Il va y avoir une déminéralisation superficielle de la dentine comme l'adhésion la dentine, hein, parce que vous savez que l'adhésion à la dentine, il y a un mécanisme précis. Ce mécanisme, il va commencer par une déminéralisation superficielle de la dentine. Après, il va y avoir donc cette déminéralisation superficielle, il va y avoir une libération du ion calcium. Ensuite, on va mettre l'agent thérapeutique. Cet agent, il va y avoir interaction entre le calcium libéré et l'agent thérapeutique. Il va y avoir formation des cristaux de sel à l'intérieur des tubules. Cette précipitation de cristaux ou bien cette minéralisation va induire une sclérose dentinaire. Cette sclérose, elle va fermer les tubuli dentinaires ou bien les canalicules dentinaires et il va y avoir une réduction de la perméabilité. Et qui dit réduction de la perméabilité dentinaire, donc réduction du syndrome douloureux. Et donc là, on a utilisé ce mécanisme, le mécanisme qui est qui régit, à vrai dire, l'adhésion à la dentine. Et on a essayé de l'appliquer, de trouver un agent thérapeutique qui peut nous induire une minéralisation de la dentine. Et on reste donc là dans un mécanisme qui est sain, qui est physiologique, qui ne va pas perturber donc là l'aspect physiologique de la dentine. Alors, ces agents chimiques à action minéralisante, donc il y en a plusieurs possibilités, soit des composés fluorés, soit des composés à base de chlorure de strontium, des composés à bien des solutions d'oxalate, ou bien des composés ou des solutions à base de citrate de sodium, ou bien l'hydroxyde de calcium. Vous connaissez tous donc là les propriétés de ce produit. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein. Alors, le fluor et fluorure, donc ça, vous connaissez l'action du fluor dans la prévention de la carie, dans la minéralisation et toutes ses propriétés donc, minéralisantes. Alors, il a une action anticardiogène, diminution aussi, il peut participer à la diminution de l'hypersensibilité dentinaire. Donc là, ce qui a été
mis sur le marché, c'est des solutions ou bien des composés à base de fluorure de sodium. Donc, il va y avoir un dépôt sphérique de fluor de sodium. Donc, quand il y a un pH faible, ça veut dire un pH bas, ça veut dire une acidité. Donc là, il va y avoir un relargage des ions calcium. Donc là, le fluor, il va agir avec le calcium relargué. Il va y avoir donc là la formation de la fluoro calcium. Donc ce complexe vient se précipiter, la précipitation, se précipiter à la fin, il va fermer et donc là obturer les canalicule pardon, dentinaires. Il va y avoir une action, bien une occlusion des tubules dentinaires et donc là une action minéralisante. Alors, fluorure d'étain. Donc, pour les flux, comment, s'il vous plaît, il y a une question, s'il vous plaît, comment on applique ces agents. Donc, en fonction de la présentation de ce produit, il y en a des firmes qui proposent ces produits sous forme de solution. Il y en a des firmes qui appliquent ces produits sous forme donc de gel. Il y en a des firmes qui proposent ces produits sous forme de vernis, d'accord, qui vont être appliqués directement sur la surface dentinaire exposée. Alors, pour le fluorure d'étain, donc c'est sous forme de gel, voilà, c'est pile poil à votre question. Là, il est proposé sous forme de gel parce que j'ai pas mis vraiment la présentation parce que vous voyez, il y a l'embarras de choix. Vous voyez, si vous rentrez sur Internet et essayez de taper comme ça les solutions, bien les agents, vous mettez juste la formule, vous allez parfois, très bien, dans le même, dans le même agent, vous trouvez plusieurs présentations. Par exemple, fluorure d'étain sous forme de solution, fluorure d'étain sous forme de gel, fluorure d'étain sous forme de vernis. Donc, c'est en fonction, voilà, à vrai dire, des firmes. Il y a vraiment l'embarras du choix pour ça. L'essentiel, il faut connaître la formule chimique et il faut connaître également le mécanisme d'action de ces produits. Maintenant, c'est vrai, vous allez me dire que selon, sur le plan pratique, c'est vrai que un agent sous forme de gel ou sous forme de vernis, c'est plus pratique hein, que une formule qui va être présentée sous forme de solution. La solution liquide, ça va couler, ça va être difficile de la placer et tout. Ça va être vraiment pour maîtriser ça. Donc, c'est vrai que sur le plan pratique, euh, le choix, à vrai dire, c'est en fonction, on ne rentre pas dans le choix parce qu'il est en fonction du budget. Hein. Bien sûr qu'il faut savoir que solution sous forme de gel ou bien de vernis, ça va coûter plus cher que. Vous voyez, donc là, nous, à notre niveau, il faut qu'on sache les formules et le mécanisme d'action. Maintenant, le choix, après, il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans le choix de la présentation. Alors, le gel, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? On va recouvrir l'ouverture des canalicule d'une couche dense de particules, voilà, de ce gel-là au niveau pour essayer d'avoir une action de minéralisation. Vous avez également le monofluorophosphate de sodium en association avec le chlorure de sodium. Diminution aussi, les auteurs ont trouvé diminution des symptômes avec une action minéralisante. Vous avez la fluorohydrate de nicométhanol également, il a été mis sur le marché. Aussi, fixation imprécipitée, minéralisation et occlusion des canalicule dentinaires, toujours donc là le même principe. Alors, euh, là, on arrive à l'hydroxyde de calcium. Donc là, vous connaissez tous l'hydroxyde de calcium. Donc, Pachelet et collaborateurs, ils ont fait les premières études concernant ce
produit et ils ont essayé d'appliquer l'hydroxycathione comme un agent minéralisant pour l'hypersensibilité dans le thinner. Mais ils ont trouvé quand même, c'est toujours le même problème hein, de l'hydroxycathione, c'est sa résorbabilité et tout, et ça nécessite plusieurs applications qui doivent être renouvelées et fréquentes et tout pour espérer qu'il y ait une action minéralisante. Troisièmement, nous avons le chlorure de strontium. Donc là, comment il va faire son action? Il va y avoir une substitution toujours du cation cristallin de l'hydroxyapatite composante de la dentine. L'apatite, il va y avoir formation avec cette substitution, il va y avoir la formation de l'apatite de strontium et de calcium. Et cette apatite, donc là, qui est un précipité minéralisant, et qui va donc là minéraliser et fermer et obstruer le canalicule dentinaire et donc réduire les mouvements liquidiens à ce niveau-là. Nous avons également le citrate de sodium. Donc là, l'étude qui a été faite en 8 semaines, après application en 8 semaines de ce produit-là, il y a eu une diminution de l'hypersensibilité dentinaire. Actuellement, donc, nous avons les produits, hein, les derniers produits qui ont été proposés, ce sont les oxalates. Les oxalates, donc là, c'est les plus performants. Hein. Toutes les études actuelles, ils parlent de la performance des oxalates et ils donnent les meilleurs résultats. Il y a eu beaucoup d'études, vous pouvez chercher sur Internet, surtout dans les sites anglais, si vous voulez comparer le traitement de l'hypersensibilité dentinaire entre les agents minéralisants et les oxalates, vous trouvez que les résultats sont meilleurs avec les oxalates. Et là, vous voyez, ça a une photo sur MEB et qui montre un dépôt de type cristaux d'oxalate à la surface ici, regardez. Donc là, c'est une minéralisation très rapide et efficace et un dépôt qui va aboutir donc là à une minéralisation et qui dit minéralisation, dit réduction donc là de l'hypersensibilité dentinaire. La même chose, donc là qui montre ici, regardez l'obstruction avec un dépôt de cristaux d'oxalate. Donc, ça, c'était les agents donc, qui vont agir sur le mouvement liquidien en essayant de fermer ou bien d'obstruer ou bien de réduire le diamètre du tubules dentinaire. Et donc, nous avons dit au début que nous avons également un autre... Pardon. Voilà, nous avons également d'autres options thérapeutiques. Cette option qui va agir sur la neutralisation donc là, des fibres nerveuses. Donc là, nous allons désensibiliser ou bien neutraliser. Donc là, on va les appeler les agents chimiques à action neutralisante. Le premier produit qui a été proposé, c'est le nitrate de potassium. Donc le nitrate de potassium, il est le plus utilisé soit sous forme de gel, soit donc là, c'est sous forme de gouttière, on va le mettre sous forme de gouttière, ou bien parfois vous trouvez également des dentifrices à base de ce produit ou surtout les dentifrices actuels, à chaque fois on vous propose et on va vous dire que c'est est très efficace sur l'hypersensibilité dentinaire parce qu'il présente surtout pour ne pas faire à la publicité, mais Colgate à un certain moment a proposé dentifrice à base de désensibilisant à base de nitrate de potassium. Là, le patient peut utiliser 2 fois ou 3 fois en fonction, donc là, bien sûr, de l'intensité de cette hypersensibilité dentinaire. Là, chaque patient, après, on va lui faire un schéma thérapeutique en fonction, comme je vous ai dit, de l'exposition et de l'intensité de l'hypersensibilité dentinaire. Alors, comment ces agents vont être, on va dire,
utilisé. Alors, le nitrate de potassium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la concentration du potassium en extracellulaire de la cellule ou bien de la fibre nerveuse. Cette augmentation en extracellulaire du potassium va dépolariser la fibre nerveuse et donc là, cette dépolarisation va désactiver la fibre nerveuse et donc cette désactivation va aboutir à une désensibilisation de la zone sensible. C'est comme ça, à vrai dire, qu'il va agir ce moyen thérapeutique. Alors, plusieurs agents, donc là, qui ont été proposés, vous pouvez trouver, j'ai pas mis les marques parce qu'il y en a plusieurs, et comme on ne va pas rentrer aussi dans les marques, mais vous pouvez chercher sur Internet pour essayer de trouver donc là les dentifrices ou bien les agents qui ont une action désensibilisante ou bien neutralisante. Nous avons le dernier agent qui est l'agent physique. Ça veut dire qu'on va agir donc là au niveau de la surface dénudée. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un agent isolant sur une surface dentinaire sensible. Donc là, cet agent, il va obstruer ou bien il va fermer superficiellement les canalicules dentinaires. Il va réduire le syndrome douloureux. Mais là, c'est pas l'action minéralisante, mais carrément, c'est un agent, c'est une barrière, ça veut dire que c'est un matériau. Hein. Soit nous allons mettre un vernis, donc là, qui est composé d'une résine naturelle plus un solvant organique. Ce vernis, il a une action améliorée par l'adjonction du fluor. Et donc là, actuellement, ils sont peu utilisés. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui se dégradent rapidement et aussi un faible potentiel d'étanchéité. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'étanchéité. Vous allez le mettre en une semaine, déjà, ça va se perdre et il ne va pas jouer vraiment sans. Donc, on a également pensé à utiliser une résine composite fluide. Là, qui va mettre un préjudice esthétique et mécanique et elle va engendrer une perte de substance minime, à vrai dire, parce que pour pouvoir donc là la mettre en place, on va essayer de faire quand même d'agir au niveau de la dentine pour pouvoir poser cette résine composite. Il y a également la possibilité de mettre un verre ionomère. Il y a aussi qui contient du fluor. Et ce relardage de fluor va par la suite donc là avoir une action minéralisante. Mais là, on l'applique quand il y a un risque cardieux, hein, quand l'RCI individuel il est élevé, on essaie quand il y a une exposition de la fermer avec un verre ionomère. Mais bon, c'est vrai que sur le plan étanchéité, par la suite, il va y avoir un problème. Un problème. Actuellement, on a pensé à l'utilisation des adhésifs. Donc là, les adhésifs, il ne va pas y avoir de perte de substance. Donc, ils vont impliquer une déminéralisation superficielle. Par la suite, c'est l'application du système adhésif, déminéralisation superficielle, infiltration par une résine, la résine de l'adhésif. Il va y avoir une barrière assez étanche constituée de deux éléments. Vous allez avoir au niveau intertubulaire la formation donc là au niveau tubulaire de ce qu'on appelle les fibres, la couche hybride. Hein, il va y avoir une exposition des fibres collagéniques et avec cette résine adhésive, il va y avoir la formation de la couche hybride. Et au niveau tubulaire, il va y avoir formation de ce qu'on appelle des brides, hein, bien des bouchons dentinaires, bien les tailles. Vous savez que l'adhésion au niveau de la dentine, elle est régie par deux phénomènes. On va y avoir une déminéralisation superficielle de la dentine. Cette déminéralisation, donc là, elle va exposer les fibres collagéniques pour la couche hybride et elle va pénétrer au niveau dentinaire, elle va ouvrir les canalicules dentinaires. Par la suite, quand vous allez mettre l'adhésif, il va y avoir la formation de la couche hybride, donc c'est la résine qui
va s'entremêler avec les fibres collagéniques exposées. Il va y avoir un microplastage et la formation d'une couche qu'on va l'appeler la couche hybride au niveau des fibres collagéniques exposées et au niveau donc là des tubuli dentinaires, donc là il va y avoir la formation des taches ou des brides qui vont donc là fermer les tubuli dentinaires et la couche hybride aussi va constituer une barrière et donc ça va diminuer donc là la sensibilité ou bien l'hypersensibilité dentinaire. Le seul problème c'est que bien sûr vous savez tous que les adhésifs à long terme ils vont avoir une cytotoxicité, une irritation donc là toxique, mais bon, mais aussi c'est en fonction de cette hypersensibilité dentinaire. Également, donc là, on a proposé aussi autre solution par l'application du primer. Pourquoi? Le promoteur, le primer d'adhésion, qu'est-ce qu'il fait? Il va diminuer la perméabilité par la précipitation des protéines dans les canalicules. Donc, c'est toujours, on va essayer de diminuer ce mouvement lipidien à la recherche de la précipitation. Aussi, on a proposé la chirurgie mucogingivale pour corriger les défauts mucogingivaux responsables de la dénudation et de la récession gingivale. Actuellement, on a proposé aussi le laser. Le laser il a une action physique de photobiomodulation sur les ontoblastes. Ils ont trouvé des auteurs que cette action, elle va augmenter leur activité métabolique et donc elle va aboutir à une obturation des tubuli dentinaires. Maintenant, l'efficacité, elle est inversement proportionnelle avec l'âge du patient. Hein. Et donc, quand le patient il est âgé, on sait qu'il y a une régression du pouvoir dentinogène des deux ontoblastes et donc, bien sûr, la diminution de la lumière du public. Alors, les études ont montré que l'efficacité de la technique de désensibilisation par laser n'est pas suffisante en cas, donc là, d'hypersensibilité importante. Et donc, les agents, les oxalates restent pour le moment les meilleures solutions. Alors, donc, on essaye de récapituler. Donc, Bonne, il donne l'approche thérapeutique hiérarchique, c'est-à-dire par hiérarchie, de la première à la dernière étape. Donc, on commence par le traitement